On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Une émission aujourd'hui entièrement dédiée au mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi? Parce que cet organisme a choisi l'une des nôtres, Valérie Dore, pour en être la porte-parole pour 2015. Valérie Dore est née à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a grandi ici, primaire, secondaire. Elle nous a honorés de sa présence l'an dernier à l'émission La Voix. Bref, on parle de tout ceci avec Valérie Dore. Notre prochaine invitée est porte-parole du mois de l'histoire des Noirs. Vous la connaissez, c'est Valérie Dore. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. On est, en quelque part, un an plus tard. Je dis un an parce qu'évidemment, le moment marquant pour toi, c'était forcément La Voix qui t'a donné un blitz de visibilité quand même assez intense sur une courte période. Tu es originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien sûr. Donc, tu es attaché encore à la région. Oui. Tu l'as fréquenté longtemps à l'école primaire, secondaire. Oui. Explique-nous un peu qu'est-ce qui t'a mené à accepter ce rôle de porte-parole pour le mois de l'histoire des Noirs. Bien, pour moi, en fait, c'était vraiment un honneur. Et puis, tu sais, je suis quand même jeune, donc c'est sûr que ça m'a étonnée même qu'on m'ait approché pour le faire. Mais c'est une réalité que j'ai vécue, en fait. C'est que moi, quand je suis arrivée ici à Saint-Jean, j'étais la seule Noire qu'il y avait. Et disons que j'ai été victime de beaucoup d'intimidation, de racisme, de discrimination. Ça a été vraiment difficile pour moi là, de me faire des amis. Et même quand je regardais la télévision, bien, je ne voyais pas vraiment de modèle comme moi pour m'aider à me trouver. Et un autre phénomène aussi qui était assez spécial, c'est que comme je suis née ici, mais d'origine haïtienne, bien, quand je retournais à Montréal pour les Haïtiens me disaient « Mais t'es pas vraiment haïtienne. » Puis quand je revenais ici, on me disait « Mais t'es pas vraiment québécoise. » Fait que finalement, c'est comme si j'avais pas d'identité, puis je n'avais aucune référence. Et à un moment donné, j'ai découvert à la télévision américaine Fresh Prince of Bel-Air, Steve Urkel, Family Matters. C'était des émissions où est-ce qu'il y avait des Noirs, finalement, en vedette, mais qui étaient super bien intégrés dans leur communauté, qui étaient diversifiés. Et ça a été comme une nouvelle porte pour moi. J'ai vraiment compris que, OK, dans le fond, si moi, je fais les premiers pas, si j'accepte les gens pour leurs différences, bien, les autres vont m'accepter pour ma différence aussi. Donc, c'est vraiment en étant inspirée de Will Smith, par exemple, qui avait vraiment une touche d'humour dans tout ce qu'il faisait, que je me suis mis à aller vers les gens, à faire rire les gens. Et c'est ce modèle-là qui m'a donné la chance de m'intégrer dans mon milieu. Et quand je suis à l'école secondaire, bien, j'étais comme une des élèves les plus populaires. Donc, j'ai vraiment ressenti que c'était important pour moi de comme redonner ça aux gens autour de moi et surtout de juste porter un message positif, tu sais, vraiment d'intégration, puis juste vraiment de s'intéresser aux autres pour que les autres s'intéressent à nous. Et ça, peu importe d'où on vient, finalement, juste essayer de créer ce pont entre la diversité culturelle. Donc, tu es d'origine haïtienne, oui. mais née au Québec. Exactement. Tu es née à quel endroit? Je suis née à Montréal, mais je suis arrivée ici à Saint-Jean, j'avais peut-être 6 ans. Là. Bon. Donc, dès l'âge de 6 ans, tu as fréquenté l'école primaire. Je pense que tu étais au Prévert? Tu étais à Quatre-Vents? Non, j'étais à Providence. Tu étais à Providence, pardon. Oui. Donc, tu étais à l'école Providence. Et là, ce que tu dis, toi, c'est que tu étais, dans le fond, la seule Noire de l'école, du quartier. Ah oui, jusqu'au secondaire 3, j'étais la seule. Ensuite, on était 2. Oh, wow! Parce que pour ça, tu étais allée à la polyvalente Racicot. Exactement, oui. Comment ça se passait à l'école quand on est une petite fille de 6 ans? Puis là, on doit le sentir, le regard, les paroles. Est-ce que toi-même, tu te questionnais à savoir pourquoi moi je suis noire puis pas les autres? Je ne sais pas. Comment ça se passait dans ta tête d'enfant de 6 ans? Ce qui est spécial, c'est qu'en fait, c'est les autres qui nous font remarquer notre différence. Donc moi, j'ai jamais vraiment porté attention à ça parce que quand j'étais à Montréal, quand même, j'étais dans une école où est-ce qu'il y avait de la diversité culturelle. Et quand je suis arrivée ici, là, d'être vraiment rejetée simplement pour ma couleur de peau, bien, il y avait beaucoup d'incompréhension. Puis ensuite, bien, beaucoup d'isolement. Et puis, à un moment donné, je suis rentrée chez moi, puis ma mère m'a dit « Mais Valérie, qu'est-ce que tu as fait pour te défendre? » Parce que je me faisais voler, je me faisais cracher dessus, je me faisais taper dessus. Puis, je disais comme rien. Fait qu'elle dit « Bien, il va falloir que tu te défendes. » Puis, je me suis mis à me battre, mais ça a été pire. Tu sais, j'étais encore plus isolée à cause de ça et même dépressive alors que je n'avais pas encore 12 ans. Donc, il a vraiment fallu que je trouve autre chose, quelque chose de plus paisible, de plus harmonieux pour m'en sortir. Tu sais. Mais à l'époque, est-ce qu'il y avait quand même certains amis qui tentaient de te protéger, de te parrainer? Tu étais vraiment très, très, très isolée? Ou même
le corps enseignant ou la direction de l'école? Est-ce que c'était des interventions qui n'étaient pas toujours optimales? C'est ça, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas vraiment à l'affût de ça. Eux, ils n'étaient pas, les professeurs et tout ça, ils n'étaient pas très conscients de ça. En fait, ils ne voyaient pas vraiment. Et en fait, c'est ça, c'est que j'étais très refermée finalement. Donc, j'étais vraiment l'élève qui était très discrète, qui ne faisait pas trop de bruit, rien de cela. Et vraiment, là où ça a changé, c'est vraiment quand mon attitude a commencé à changer. Mais il y a un garçon qui s'appelle Alexandre Gariepi, qui a été mon premier ami. Et lui, il venait de Montréal, justement. Et quand il m'a vu, pour lui, c'était comme... Il n'y avait rien, tu sais. Puis il y avait le facteur de la nouveauté. Donc, lui, tout le monde voulait être son ami. Et il est devenu mon ami. Et par le fait même, lui, il m'a donné aussi la possibilité de m'ouvrir aux autres. Donc, ça a pris vraiment quelqu'un qui avait juste une connaissance. Je ressentais à l'époque que c'était juste le manque de connaissances, c'est juste ça, la peur de l'inconnu. Puis souvent même aussi, c'est que les jeunes qui me tapaient dessus, c'était souvent des jeunes qui se faisaient taper dessus aussi. Donc, finalement, ils s'attaquaient à quelqu'un de plus jeune. Là. Il y a quelques années, j'ai fait quelques entrevues avec les gens de la Maison d'Haïti à Montréal. Oui. Et les intervenants là-bas me disaient que la frontière entre basculer sur le côté négatif ou positif est assez mince. C'est-à-dire que, bon, il y a des Haïtiens qui sont devenus policiers, avocats, juges, etc. Mais les intervenants là-bas me disaient que, justement, le fait d'être constamment rejeté fait à un certain moment qu'on peut se criminaliser puis tomber dans toutes sortes de problèmes, que la frontière, elle est très, très mince. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, des moments de découragement où, effectivement, on peut s'en aller peut-être, oui, dans la mauvaise direction, puis partir mal dans la vie, là? Tout à fait. Et c'est vraiment la raison pour laquelle le message que j'essaie de véhiculer, c'est vraiment de soi-même s'ouvrir à la différence. Parce qu'il y a même aussi un phénomène, c'est ça, d'exclusion aussi. Et c'est pour ça que j'essaie d'encourager vraiment le phénomène de l'inclusion, parce qu'à force de toujours être rejeté, on finit par justement se refermer. Et c'est important, nous-mêmes, de s'ouvrir à la différence, de s'intéresser aux autres cultures, les Québécois, les Asiatiques, les Chinois, les Arabes et tout ça, pour créer ce pont-là entre les cultures. Et surtout, je pense qu'à quelque part, on est quand même tous maîtres de notre destinée. Oui, il y a des injustices. Oui, écoute, pour certains postes, on est obligé d'avoir des quotas pour être certain qu'il y a des gens de différentes nationalités soient engagés. La discrimination positive. Exactement. Ouais. Donc, c'est un phénomène qui est réel et certaines personnes en ont simplement aucune conscience. Et je crois que c'est pour ça que c'est encore important d'avoir ce mois-là de l'histoire des Noirs, juste pour conscientiser les gens, et autant les gens de la communauté noire que les gens des autres cultures. Et encore une fois, essayer d'enrayer un peu tous ces stéréotypes-là et toutes ces barrières un peu invisibles qui sont encore présentes aujourd'hui. À quel moment tu as senti vraiment un changement d'attitude? Qu'est-ce que toi, tu as changé dans ta façon d'être pour que le regard des autres change? C'était quoi l'élément marquant, l'élément moteur qui a changé la tendance de côté? Je te dirais que c'est tellement blessant de se faire rejeter pour quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et c'est la même chose pour les roux, pour les personnes qui font un petit peu d'embonpoint. Tu sais, je veux dire, on peut tous... La discrimination, à un certain point, c'est tellement large. Et même sur mon Facebook, moi, je reçois des messages de femmes blondes aux yeux bleus là, qui me disent qu'ils ont vécu aussi de la discrimination. Donc, moi, j'ai fait le choix à un certain moment de ne plus jamais laisser mon apparence décider pour moi et de toujours présenter la personne que j'étais et de vraiment toujours mettre l'emphase sur la personne que j'étais et vraiment de mettre ça de l'avant, mais surtout de faire les premiers pas, d'aller vers les gens. Je crois que personne ne peut vraiment nous refuser. Quoi, 10 ans, 12 ans, 15 ans? Oui, c'est ça. C'est vraiment à cet âge-là. Vraiment, quand j'ai découvert là, toutes ces séries-là américaines qui étaient très humoristiques, c'est vraiment ce qui m'a amenée à m'extérioriser. Parce qu'au moment où tu as fait ton entrée à la polyvalente Arts-Maritiaux, puis tu sais, on s'en était parlé la dernière fois, tu as participé à des trucs, tu t'es mise en valeur, évidemment, tu as commencé à chanter, probablement fait des prestations à l'école. Donc ça, je présume que là, tu es devenue comme une figure plus populaire dans l'école. Oui, c'est ça. Puis je faisais rire les gens, puis en même temps, j'avais un certain talent. Donc, tu sais, les gens, ils voyaient que j'étais très ouverte, fait qu'ils se sentaient plus à l'aise, finalement, à venir vers moi. Puis vraiment, je te dis, c'est vraiment moi qui faisais les premiers pas, puis qui allait vers les gens, puis qui essayait d'être amie vraiment avec tout le monde. Puis même quand je voyais des gens, justement, qui étaient victimes de discrimination, bien, j'allais vers ces gens-là et j'en faisais mes amis. Moi, je n'avais aucune... j'ai fait le choix de ne pas faire subir aux autres ce qu'on m'avait fait subir quand j'étais jeune et de devenir une influence positive pour mon entourage. Aujourd'hui, évidemment, tu es adulte, tu as un regard qui est probablement différent, mais moi, j'ai 44 ans.
puis je me Tu ne rappelle... le fais pas. Non, merci. Mais à l'école, je me rappelle, je pense de mémoire, je pense qu'il y avait peut-être un noir à l'école Sainte-Jeanne d'Arc ou à la Polyvalente Rescousse, il y en avait peut-être 2, 3, là, mais c'était le gros max, là. Mais des fois, j'ai peine à imaginer qu'aujourd'hui, dans les années 90, 2000, on est en 2015 aujourd'hui, est-ce que tu penses que la petite fille de 6 ans que tu étais à l'époque vivrait la même chose encore aujourd'hui? Je crois que oui. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est encore nécessaire d'avoir des quotas pour certains emplois. Sur environ, j'en parlais avec un ami, sur environ 2250 pompiers, il y en a seulement 8 qui sont noirs. Et j'en ai un d'entre eux même qui fait des conférences envers les policiers pour limiter justement les préjugés et essayer d'encourager justement d'avoir une plus grande, un comportement qui est plus équitable envers les gens qu'on côtoie dans différents quartiers où est-ce que justement il y a des la gens discrimination nous guette toujours. Oui, je pense que en fait, c'est ça, je pense que c'est le manque d'intérêt pour ce qui nous entoure qui fait en sorte que les gens, en général, ont une tendance à se refermer et à ne pas être conscients de ce qui les entoure et à ne pas nécessairement aller vers la différence et peut-être à se fier un peu trop sur ce qu'ils voient à la télévision et de se créer des opinions qui vont être négatives. Ça me fait tellement sans penser, pouvoir... il y a plusieurs années, c'est Normand Brathwaite qui disait qu'au moment où il avait acheté sa maison à Westmount, les voisins pensaient que c'était le chef d'un gang de rue qui venait d'acheter une maison dans leur quartier. Les gens étaient apeurés parce que, bon, les anglophones n'écoutent pas beaucoup la télé francophone, donc ils ne savaient pas du tout c'était qui ce gars-là. Mais c'est là qu'on voit qu'on est plein de préjugés, de paradigmes. Exactement. Et qu'encore aujourd'hui, la diversité culturelle n'est pas encore si affichée que ça dans tous les médias. Là. Même cette année, quand je regarde La Voix, bien, je suis comme surprise de voir qu'il y a, il y a une Italienne, je veux dire, il y a des Haïtiens qui sont là aussi. Il y a même vraiment des gens qui amènent une diversité qui est complètement... On sent qu'il y a comme une ouverture qui s'est créée, et pourtant, on est comme en 2015, et on sent que cette ouverture-là vient de se créer. Question délicate. Oui. Tantôt, on parlait de discrimination positive. Parfois, est-ce qu'il n'y a pas un danger de verser à l'autre extrême? Là, c'est pas fin ce que je vais dire, mais tu sais, des fois, on entend l'expression « le gay de service », « le noir de service ». Oui. Ça, la limite, elle est où là-dedans? Et c'est là où je m'en allais aussi, c'est que moi-même, parfois, je me fais offrir des auditions pour des rôles. Et quand je regarde ça, je me dis, mon Dieu, en 2015 encore, vous voulez que je joue ce rôle-là? Je ne peux pas simplement jouer le rôle d'une enseignante ou quelque chose comme ça. Il faut que je joue le rôle de la fille qui vient d'Afrique, qui a vécu l'excision et tout ça. Et c'est comme, oui, c'est un phénomène qui existe encore, mais je veux dire, il me semble qu'aujourd'hui, et ça, c'est Normand Brathwaite aussi qui disait ça, c'est qu'on devrait ne plus avoir à jouer la noire ou à jouer l'asiatique ou à jouer l'arabe. Et même, c'est ça, je trouve, c'est pire pour les Arabes, parce que les Arabes, eux, c'est toujours des terroristes. Fait qu'à un moment donné, c'est ça l'importance. Le casting qui est imposé. C'est ça, mais à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas remettre cette responsabilité-là entièrement entre les mains des médias. Il faut que chacun prenne vraiment conscience de son entourage et développe une certaine curiosité pour son entourage, justement, et pour se faire sa propre impression de son voisin. Tu sais, la télévision, je veux dire, ça ne peut pas tout nous dire. On ne peut pas uniquement se fier à ça. Tu sais. Et c'est encore une fois le message vraiment que j'essaie de passer en ayant la chance d'être porte-parole pour le mois de l'histoire des Noirs. Pour toi, l'histoire des Noirs, c'est quoi? Parce que, bon, en Amérique, certains diront que, évidemment, c'est l'esclavage. C'était probablement la porte d'entrée. Mais en même temps, l'histoire des Noirs est plus grande que ça. Bien sûr, oui. Ou si on parle du côté musical, certains vont parler évidemment du courant de Motown et compagnie, qui ont complètement révolutionné la musique, qu'on écoute encore aujourd'hui. Donc, pour toi, l'histoire des Noirs dans le monde, ça veut dire quoi? C'est exactement ça. Tu as très bien résumé la chose. C'est vraiment ces gens-là qui ont été extraits de leur pays pour vraiment être exploités. Ici, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu en effet aussi de l'esclavage ici même au Québec. Et il y a d'ailleurs une conférence qui a lieu à ce sujet-là. Il y a toutes sortes d'événements d'ailleurs qui sont organisés justement pour raconter cette histoire-là et surtout évidemment le côté plus positif de ça. Donc, tout ce que le mélange des cultures a créé, évidemment, par la musique, mais aussi par les différentes inventions que les gens des communautés noires ont apportées. Et c'est ça aussi une autre des raisons du mois de l'histoire des Noirs, mettre la lumière sur des lauréats, des gens qui ont créé vraiment des choses positives et constructives pour la société. Donc, c'est vraiment, encore une fois, essayer de briser les stéréotypes et ouvrir les gens à des nouvelles choses et à des choses qui sont super actuelles, dont les gens n'ont même pas idée et qui sont vraiment d'une très belle contribution
pour l'évolution de la société d'aujourd'hui et de demain. Là. Est-ce que l'arrivée d'un président noir aux États-Unis a changé quelque chose dans la perception populaire? Même certains diront qu'il avait un fardeau quand même assez énorme, que même Bien les sûr. Noirs eux-mêmes s'attendaient peut-être à plus, Oui. mais il est peut-être aussi en même temps limité dans ce qu'il peut faire. Exactement, parce qu'on s'entend que un président, bon, excusez-moi, mais c'est quand même une figure de proue, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre nécessairement de prendre toutes les décisions par lui-même. Je veux dire, on sait comment que tout le système est organisé. Donc, et je pense que oui, le fait d'avoir un président noir aux États-Unis, une des plus grandes puissances mondiales, c'est sûr que c'est quelque chose qui est complètement, qui est vraiment très significatif pour la communauté noire, parce que vraiment, l'abolition de l'esclavage, c'est à peine en 1865, et donc c'est pas très longtemps après qu'on a la chance vraiment de traiter un noir comme dans un l'histoire de égal, l'humanité, c'est quand même assez court. Oui. Je me rappelle, quand j'étais jeune, on allait en Floride avec mes parents. Dans certains États américains, je me rappelle encore visuellement de voir 4 cabinets de toilettes. C'est ça, oui. Et c'est encore même présent dans certains États, tout ce qui est de... J'ai vu ça de mes yeux vus, là. Oui. Puis pourtant, là, j'ai pas 150 ans. Là. Exactement, la ségrégation de ces choses-là, c'est encore quand même des phénomènes de société. Je veux dire, ça fait tellement pas si longtemps que ça que l'esclavage a été aboli qu'on le ressent encore. Donc, vraiment, d'avoir un président noir qui donne cette nouvelle image-là pour ces jeunes-là, c'est nécessaire. Si la musique a permis aux Noirs, notamment aux États-Unis, un peu de se faire valoir, de se faire aimer aussi peut-être. Oui, les sports aussi. Les sports également, ça c'est vrai. Dans ton cas, à toi, quelle influence la musique a-t-elle joué dans la personne que tu es devenue aujourd'hui? Bien, pour moi, la musique, ça a été un exutoire, bien évidemment. Ça m'a vraiment donné la chance de connecter avec les gens, mais ça m'a surtout donné la chance de simplement être moi-même, de vraiment être la personne entière que j'étais, sans toutes les limitations que j'avais finalement à l'extérieur d'une scène. Et oui, c'est sûr que j'ai été influencée par énormément d'artistes noirs, dont Ella Fitzgerald, Billie Holiday, même Busta Rhymes, Missy Elliott et tout, mais aussi par toutes sortes d'artistes comme bien évidemment Louis-Jean Cormier, Ariane Moffat et autres. Donc, c'est sûr que mon bagage musical est vaste, mais je pense qu'à quelque part, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose dans la musique soul, dans la musique urbaine qui vient des Noirs, qui est une espèce le soul, là, il y a quelque chose avec quoi je connecte, que je sens, que c'est dans mes origines, que c'est vraiment... ça fait partie de moi. Et aujourd'hui, on sent que cette musique-là influence tellement la musique de partout. Donc, c'est un bagage vraiment que je pense que tout le monde peut... La musique, c'est ça, hein? Tout le monde peut connecter avec ça, peu importe la couleur de peau ou même la langue. Aujourd'hui, évidemment, donc, tu es quelqu'un qui a davantage de notoriété que tu en avais l'an passé à cause du phénomène de la voix. On peut dire. Est-ce que tu sens parfois encore une forme de racisme ou de commentaires désobligeants? Est-ce que tu es confronté à ça encore à quelques fois dans une année? Non, je ne ressens pas ça. Parce que je pense que justement, je me suis vraiment présentée pour la personne que j'étais et j'ai vraiment donné mon 150 % et les gens ont apprécié la qualité artistique que je leur ai présentée. Et je sens que j'ai vraiment la chance d'avoir une super belle réceptivité suite à ça. Tous les projets que j'ai eu la chance de faire avec Grégory Charles, avec Stéphane Rousseau, même de chanter devant Céline et tout ça. Donc, je sens que j'ai eu vraiment la chance d'avoir une belle réception. Mais je sens que j'ouvre la porte. Quand je me promène sur les plateaux ou un peu partout où je vais, je sens que je suis encore la seule et que tranquillement, c'est ça, je suis là pour ouvrir un peu la porte pour les autres générations à venir, finalement. Comment le contact s'est-il établi entre l'organisation du Mois de l'Histoire des Noirs et toi-même? C'est l'organisation qui ont suivi un peu mon cheminement l'année passée, les tollés un peu qui avaient été créés dans les journaux. Ils se sont dit, il me semble que ce serait peut-être intéressant justement d'avoir cette fille-là. Puis en parlant avec moi, en me demandant de raconter mon histoire. C'était quoi ta réaction quand tu as reçu l'appel? Bien, moi, j'ai été vraiment comme, êtes-vous sûr? Puis j'étais vraiment, tu sais, j'étais quand même vraiment surpris. Puis même dans mon témoignage, c'est ce que je disais. Mais finalement, je pense que l'âge, c'est pas important. Tu sais, je pense qu'on a tous une histoire à partager. Puis si ça peut vraiment inspirer les autres, et si le peu de notoriété que j'ai eu la chance d'avoir grâce à la voix, ça peut aider puis amener justement un peu plus de positif autour de moi, bien, tant mieux. Je vais m'en servir, c'est sûr. Parce qu'avant la voix,
Évidemment, tu avais un certain parcours auprès de Kodiak, c'était Dogmatic, Oui. Brandvan 3000 et Oui. tout ça. Là, il y a eu le phénomène La Voix. C'était très intense pendant, disons, quelques semaines, quelques mois. Et là, on revit un peu la même chose cette fois avec Oui. de nouveaux concurrents, Exactement, dont oui. un des concurrents, d'ailleurs, Francis Bédard-Pétrin, qu'on va recevoir à l'émission en cours de semaine, qui vient aussi de Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que tu as fait, toi, depuis que La Voix est terminée? Là? Mon Depuis Dieu. le printemps dernier, là, qu'est-ce que tu as fait J'ai jusqu'à fait aujourd'hui? tellement de choses. J'ai eu la chance de tourner autour du Québec, donc d'aller même à la rencontre du public. C'est ça, j'ai fait toute la saison de Choc Génération avec Grégory Charles en même temps que la saison de Surinvitation seulement avec Stéphane Rousseau. Donc, je n'ai pas dormi pendant environ 3 Ça mois. paraît pas trop. Ouais, C'est bon. le maquillage. Et ensuite, j'ai eu la chance même de chanter devant Céline Dion, qui est venue me voir par après. Puis, tu sais, je veux dire, elle aurait pu C'est arrivé vraiment... comment, ça, cet événement-là? Elle Ça, t'a vu où? c'était à la Maison Symphonique parce qu'il y a eu une collecte de fonds. Pour Sainte-Justine? Oui, Ouais, OK. exactement. Et puis, finalement, l'événement final, c'était à la Maison Symphonique. Céline Dion chantait Est-ce que avec tu le la savais? chorale OK, tu gagnante. savais qu'elle était là. Moi, OK. je l'ai su 2 jours avant cette histoire-là. C'est Grégory Charles qui m'a appelé, qui m'a dit hey, « T'es-tu game de faire ça? » J'ai dit non. Il dit ah, tu devrais le faire quand même. Qu'est-ce que tu as chanté ce soir-là? Hey, j'ai chanté « Because you love me and puis my heart will go on ». là. C'était comme... Wow! Sincèrement, je n'avais Est-ce que jamais... tu as eu des commentaires de Céline par la suite? Ben, c'est ça, j'ai eu un standing ovation. Ça a été vraiment une des soirées les plus mémorables de ma vie. Ah Et ouais. Céline, c'est ça, elle est venue me voir, elle m'a pris par les mains, puis elle m'a dit « Je souhaite que tu aies une grande carrière parce que tu le mérites. J'ai connecté avec ton cœur. » Et moi, je me suis dit, si le bon Dieu a mis Céline sur ma route pour me dire ça, ben OK, c'est correct, je pense que je vais continuer encore un bon bout de temps. Tu sais. Fait que pour moi, la voix, ça a été quelque chose de vraiment bénéfique. C'est une rampe de lancement, là. Exactement, vraiment. Mais il faut savoir s'en servir, puis il faut vraiment travailler fort. Je pense que c'est vraiment ça, l'essentiel. Parce qu'on peut tomber dans le vide, là. On va avoir une rampe de lancement, mais Exactement, ça exactement. peut retomber rapidement. Ah oui, là. puis c'est vraiment... il faut savoir, finalement, ce qu'on veut en tirer. Puis il faut savoir l'essence de l'artiste qu'on est aussi, ce qu'on veut faire avec ça. La popularité, ce n'est pas une fin en soi. Donc, c'est vraiment nécessaire de savoir ce qu'on veut, le message qu'on veut apporter, ce qu'on veut faire. Et je pense que là, et être prêt à travailler aussi pour y arriver finalement. Et je pense que là, les portes peuvent s'ouvrir peut-être plus facilement. Là, actuellement, tu prépares un premier album Oui, exactement. qui devrait sortir. Bien, je pense que ce serait vraiment en 2015, mais pour l'instant, je n'ai pas de date précise en ce moment. Il y a la prochaine saison de Surinvitation seulement qui commence les tournages. J'ai 2 projets de spectacle aussi à travailler. Donc, c'est ça, je ne dors pas tant que ça encore, mais je me donne quand même l'objectif là, en 2015 là, de terminer un premier opus. Puis là, évidemment, l'été, il y a souvent quelques festivals. Oui, exactement. Donc là, je présume aussi que le téléphone sonne aussi pour certaines invitations là-dessus. Sur une échelle peut-être un peu plus large, sans faire nécessairement une grande projection, comment tu vois ton avenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je veux dire, Wow! c'est loin, là, mais toi, tu te vois où dans l'avenir? Bien, si je suis optimiste et sincère, là, j'aimerais vraiment être une chanteuse internationale, riche et célèbre, de longue durée. J'ai vraiment ce rêve de chanter en français partout, de représenter le Québec partout à travers le monde, mais aussi d'avoir, tu sais, j'ai eu la chance aussi de découvrir un petit peu plus là, la télévision et tout ça. Donc, et c'est ça, c'est que le métier d'artiste, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment avoir plusieurs cordes à son arc, pardon, pour pouvoir survivre, si je peux dire. Donc, je me vois aussi même peut-être animer certaines choses ou participer dans des films ou des émissions, des choses comme ça. Je me mets vraiment pas de limite, je rêve, puis je travaille fort, puis je me dis, je vais juste faire de mon mieux, puis on verra bien jusqu'où ça va me mener. Là, tu donnes aussi des conférences dans les écoles? Oui, exactement. Évidemment, contre la discrimination et la persévérance scolaire. J'encourage les jeunes à trouver vraiment cette passion-là, la lumière qu'ils ont, parce que quand tu t'aimes vraiment ce que tu fais, bien, c'est pas du travail, finalement. Tu sais. Dernière question. Tu as dit en début d'entrevue, au début, que c'était difficile de se forger une identité. Oui. Parce que ici, bon, tu étais comme la seule noire, puis à Montréal, on disait que tu n'étais pas une vraie haïtienne. Exactement, oui. Aujourd'hui, là, Valérie Dore, qu'est-ce que c'est? Elle est quoi? C'est quoi son identité? Valérie Dore est québécoise d'origine haïtienne et elle est fière de son bagage diversifié. Oui, vraiment. Valérie, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Restez avec nous. On vous présente bien sûr le Babillard quotidien.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Être en santé après 50 ans, il y a des ateliers qui s'offrent dans la région organisés par le CLSC de la Vallée-des-Forts. Ateliers sur la santé et les saines habitudes de vie. Là, ça va reprendre tout prochainement. Donc, pour inscription, vous téléphonez au CLSC et vous composez le poste 2288 pour les 50 ans et plus. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. Nous, on fait la captation le premier et le troisième lundi du mois et s'ensuit les 2 mercredis suivants des nouveaux extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, c'est tous les dimanches matins, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 $. Et puis, il y a à peu près une trentaine de dépositaires sur le territoire qu'on diffuse. Ça veut dire MRC-Richelieu, MRC-Rouville, également toute la région de Farnham et d'autres régions que l'on dessert. Donc, il y a une trentaine de dépositaires. Pour avoir la liste, visitez le site Internet ou vous téléphonez ici même au 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement par courriel et plus facilement aussi. Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez le site Internet pour voir et revoir les entrevues. Et vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et le prochain rendez-vous qu'on se fixe, nous, c'est demain. Bye-bye.